Bonsoir à tous, bonsoir encore. Donc, on va continuer dans notre lancée. On avait fait la partie 1, maintenant on y va pour la partie 2 portant sur le chapitre Les Incoterms 2020. Donc, on avait parlé de l'historique des Incoterms, on a parlé des généralités des Incoterms, le domaine d'application des Incoterms, les recommandations de la CCI. Ensuite, on a classé les Incoterms par mode de transport. Ensuite, on a classé les Incoterms par famille. Et on avait aussi classé les Incoterms par groupe. Les Incoterms de vente au départ et les Incoterms de vente à l'arrivée pour pouvoir situer les risques. L'image que vous voyez aussi reprend le transfert des risques entre le vendeur et l'acheteur. Comme vous pouvez le voir, point of delivery and transfer of risk. Donc, dans chaque Incoterm, on nous montre, vous voyez, seller's obligation, en bleu, c'est le vendeur, en rose, buyer's obligation, pour les risques, et en jaune, le cercle jaune avec le point d'exclamation montre le point de transfert critique des risques entre le vendeur et l'acheteur, bien sûr. Ici, c'est les usines du vendeur, ici, c'est le véhicule qui fait le pré-acheminement, ici, on est à alongside ship, le long du navire, au niveau du port de chargement, le navire, l'avion, les moyens de transport disponibles, quoi. Ici, on est au niveau du port de destination. Ici, on est à alongside ship, le long du navire. Ici, le véhicule qui est en train d'effectuer le post-acheminement. Et ici, on est dans les entrepôts, voire même les établissements de l'acheteur, bien sûr. D'accord? Alors, on reprend le document. Présentation détaillée des 11 Incoterms de la version 2020. Comme convenu, on va commencer par les 7 Incoterms multimodaux et après nous parlerons des 4 Incoterms exclusivement maritimes. Donc, Incoterms applicables à tous les modes de transport. On les appelle polyvalents ou bien multimodaux. Le premier, c'est l'Incoterms Ex-Works. Codification 3 lettres. E, X, W. D'accord? Tous les Incoterms ont été codifiés en 3 lettres suivies de la localisation géographique. Ex-Works veut dire à l'usine. D'accord? À l'usine, à l'atelier, à l'entrepôt ou bien à l'établissement de qui? Du vendeur. Rappelez-vous, un Incoterm se positionne toujours du côté du vendeur. Si on sait ce que le vendeur fait, forcément on saura ce que l'acheteur fait. Vu que tout ce que le vendeur fait, l'acheteur ne le fait pas et vice-versa. D'accord? Donc le vendeur aura rempli ses obligations lorsqu'il aura mis à disposition de l'acheteur la marchandise. Le vendeur doit fabriquer la marchandise. Le vendeur doit emballer la marchandise. Le vendeur, si la nature de la marchandise l'exige, le vendeur doit la mettre sur palette. Les obligations du vendeur sont terminées. Le transfert des frais et des risques se feront alors ici, là, juste au niveau des établissements de l'acheteur. Les établissements du vendeur. Le vendeur fabrique, le vendeur emballe, le vendeur met sur palette et s'il y a lieu, il inclut sa marge bénéficiaire. Ces obligations sont terminées. Il doit déposer la marchandise dans les carreaux de ses usines. C'est pourquoi Ex-Works, on l'appelle Incoterms carreau usine, mais on l'appelle aussi Incoterms de l'obligation minimale du vendeur. Regardez en bleu, le vendeur a des obligations minimales. Il ne sort même pas de ses locaux. Donc, l'acheteur que vous voyez en rose, l'acheteur va supporter tous les risques du transport international. L'acheteur va payer tous les frais et l'acheteur va établir tous les documents. D'accord? Obligation minimale du côté du vendeur, mais obligation maximale du côté de l'acheteur, bien sûr. D'accord? Alors, donc là, on revient. Le vendeur doit mettre la marchandise à la disposition de l'acheteur dans ses usines même. L'acheteur supporte tous les frais inhérents à l'acheminement des marchandises de l'établissement du vendeur à la destination qu'il souhaite lui-même. D'accord? L'emballage dans l'obligation du vendeur. D'accord? Ensuite, il est primordial de bien évaluer les risques du transport futur et emballer en conséquence, bien sûr. D'accord? Alors, il y a une variante. Vous savez, Ex-Works tout court, c'est la règle. Ex-Works loaded on, c'est la variante. D'accord? Là, c'est la règle et là, c'est l'exception. Il y a une variante qui a été apportée par la version 2000 des Incoterms.
avec l'incoterm XO, le chargement des marchandises sur le véhicule incombe à l'acheteur. On est d'accord sur ça? Mais il arrive que le vendeur effectue cette opération avec ses équipes et ses propres moyens de manutention. Il devient de préciser que dans le contrat, le vendeur ou l'acheteur va supporter ses frais. Par exemple, la variante XO loaded on en français, XO chargé sur, met à la charge du vendeur les frais et non les risques du chargement et d'arrivement. Cela veut dire quoi? Si les deux parties négocient sur l'XO loaded on, chargé sur, le vendeur cette fois-ci, en plus de fabriquer, d'emballer, de mettre sur palette, si la marchandise doit être containerisée, cette fois-ci le vendeur doit emporter la marchandise et la charger sur le véhicule qui est censé effectuer le pré-acheminement pour le compte de l'acheteur. D'accord? Donc la règle ex-works et l'exception ex-works loaded on. Ex-works, l'obligation minimale du vendeur et bien sûr obligation maximale de l'acheteur, bien sûr. D'accord? Après ex-works, l'incoterm free carrier qui a été retouché, il n'a pas été supprimé, mais retouché en 2020. On vient d'abord sur le free carrier classique et après on va parler sur du free carrier alongside. Free carrier, là c'est dit, au vendeur tu termines tes obligations lorsque tu remets la marchandise au transporteur désigné par l'acheteur à l'endroit convenu. Marchandise non déchargée. Cette phrase-là règle tout le problème. Cette phrase-là. Le vendeur termine ses obligations lorsqu'il remet la marchandise au transporteur désigné par l'acheteur à l'endroit convenu, marchandise non déchargée. Cela veut dire quoi? Si on doit repartir depuis le début, le vendeur va fabriquer, emballer, mettre sur palette, emporter, charger la marchandise. Il va faire le pré-acheminement. Il va payer les droits de douane à l'exportation et il arrive au port ou bien à l'aéroport. Arrivé au port ou à l'aéroport, il doit décharger la marchandise. Il ne doit pas décharger la marchandise, mais par contre, il doit remettre la marchandise au transporteur désigné par l'acheteur. C'est ce transporteur-là désigné par l'acheteur qui doit venir décharger la marchandise du véhicule du vendeur et charger ça sur son véhicule pour ensuite faire son transport, bien sûr. Donc, le point de transfert des frais et des risques est le même. C'est au moment où le vendeur va remettre la marchandise à ce transporteur qui a été désigné par l'acheteur, bien sûr. D'accord? Ok, donc la précision, le transfert des risques s'effectue après le dédouanement au pays du vendeur. Les coûts supportés par l'Incoterm FCA s'arrêtent jusqu'au dédouanement. D'accord? Donc c'est le vendeur qui doit payer les droits de douane à l'exportation, c'est-à-dire dans son pays. Alors en 2020, il y a une modification substantielle qu'on appelle free carrier alongside. Libre transporteur le long. Alors vous savez, peut-être c'est un peu tôt pour vous, mais il y a ce qu'on appelle l'option connaissement. Le bill of lading que vous voyez là, bill of lading, c'est l'option connaissement. D'accord? Le connaissement, c'est le document qui matérialise le contrat de transport maritime. D'accord? Maintenant, souvent, les clients en ont besoin dans le cadre de ce qu'on appelle le crédit documentaire. Peut-être on aura l'occasion d'aborder ça plus tard. Qu'est-ce que le crédit documentaire? Il faut savoir que c'est l'affaire des banques parce que le document est un document, le connaissement est un document négociable. Les deux parties peuvent négocier avec free carrier alongside en sachant que le vendeur peut délivrer un connaissement alors que la marchandise n'est pas encore à bord du navire. D'accord? Là aussi, il y a une variante. La variante FCA locaux du vendeur. D'accord? FCA locaux du vendeur, c'est quoi? C'est une variante. Tout à l'heure, on a dit qu'avec le FCA, le vendeur doit remettre la marchandise au transporteur désigné par l'acheteur, l'endroit convenu, marchandise non déchargée. Mais FCA locaux du vendeur, c'est une variante où le vendeur s'occupe de tous les frais qu'on a dit tout à l'heure, mais cette fois-ci, la livraison se fera dans ces locaux. Donc, cela veut dire que ici, le vendeur ne va pas effectuer le pré-acheminement, bien sûr. D'accord? Ensuite, on va attaquer la famille C. La famille C est une famille un peu particulière. La famille C, rappelez-vous, il y a deux sous-familles. Il y a les Kerriet, CPT et CIP, et il y a les CIF, à savoir CFR. Il y a les COS, à savoir CFR et CIF. Alors, CPT, Kerriet paye tout. Les particularités avec la famille C, c'est quoi? 1. C'est à partir d'ici que le vendeur commence à payer les frais de transport principal, ou si vous voulez aussi les frais concernant le fret maritime. 2. Avec les incoterms commençant par la famille C,
le point de transfert des frais et le point de transfert des risques n'est jamais le même. Alors regardez ici, je prends l'exemple, ici on est à CPT, regardez bien CPT. Le vendeur va payer les frais jusqu'au lieu de destination convenu, place of destination. On est d'accord sur ça? Regardez bien en bleu, c'est les obligations du vendeur. Pour les frais, il va les payer jusqu'au lieu de destination convenu. Mais regardez où se trouve le point de transfert des risques. Le point de transfert des risques, ici, first carrier. Regardez bien, c'est valable pour CPT et c'est valable pour CIP. First carrier, premier transporteur. On revient ici. Donc, le vendeur doit livrer la marchandise au premier transporteur. Le premier transporteur, c'est qui? C'est le premier transporteur qui a fait sortir la marchandise du pays. Donc, c'est le vendeur qui choisit le mode de transport. Il paye le frais pour le transport de la marchandise jusqu'à la destination convenue. Regardez ici. Il paye le frais, ça symbolise le frais. Le vendeur le paye jusqu'au lieu de destination convenu. Ensuite, la marchandise, quand la marchandise est remise au premier transporteur, les risques sont transférés du vendeur à l'acheteur. Donc, faites la distinction entre transfert des frais et transfert des risques. D'accord? Les risques passent du vendeur à l'acheteur lorsque la marchandise est remise, CPT est là, lorsque la marchandise est remise au premier transporteur. Mais les risques, ça c'est les risques. Les frais, le vendeur va les supporter jusqu'au lieu de destination convenu, marchandise non déchargée. Le lieu de destination peut être un port, un aéroport, une gare ferroviaire, une gare routière. Parce que rappelez-vous, l'incoterme CPT est un incoterme polyvalent applicable à tout mode de transport, bien sûr. Le vendeur, pour le CIP, quatrième incoterme, carriage and insurance paye tout. Port, si vous voulez, transport et assurance paye jusqu'à. D'accord? Le vendeur a les mêmes obligations qu'en CPT, mais il doit fournir une assurance contre les risques de perte, de dommages que peut courir la marchandise au cours du transport, bien sûr. Donc, on peut dire que donc, une vente CPT, du moins, on peut dire que CIP égale CPT, vu que vous aimez les formules, CPT plus CIP égale CPT plus assurance, bien sûr. Et ça règle le problème, bien sûr. D'accord? Donc, CIP égale CPT plus assurance. Ensuite, la famille D, enfin. On trimpe par la famille D, les trois. Deliver at terminal. Cet incoterms a été supprimé de date. Maintenant, quelqu'un m'avait posé la question. Pourquoi j'ai remis la date? Là, je retourne de 10 ans en arrière. Je reviens sur 2010. D'accord, 2010, il y avait la date qui voulait dire deliver lui-même. Le date avait remplacé le DEC en 2000. Le DEC était en 2000. Le DAT en 2010 et le DPU en 2020. Tout ça, c'était pour vous montrer l'évolution de ces incoterms-là. En 2000, je reprends, version 2000, il y avait Deliver Ex Key, rendu à quai. En 2010, Deliver at Terminal, rendu au terminal désigné. En 2020, Deliver at Place Unload, rendu à la place marchandise déchargée. Alors, cet incoterms a beaucoup évolué donc en 20 ans. Donc, c'était un incoterms multimodal de vente à l'arrivée qui avait remplacé le DEC. Le vendeur devait livrer la marchandise au terminal de destination, que ce soit un port ou tout autre lieu de destination convenu. D'accord? Le vendeur devait mettre la marchandise à la disposition de l'acheteur au niveau du terminal portuaire ou bien du terminal aéroportuaire au lieu de destination, précision, marchandise déchargée. Mais en 2020, le DAT est remplacé par le DPU qui veut dire Delivery at Place Unload. En français, livraison déchargée sur place. Ou bien, si vous voulez, rendu à la place déchargée. D'accord? Cela veut dire quoi? Le vendeur doit livrer les marchandises et dans cette livraison, c'est le transfert des frais et des risques à l'acheteur une fois que les marchandises sont déchargées au lieu de destination convenu. Le dédouanement à l'import est à la charge de l'acheteur. DPU est également un DAP livré sur place avec déchargement. La référence au terminal a été supprimée pour la rendre beaucoup plus générale. Parce que vous savez, quand on dit terminal,
terminal, si vous voulez, on passe à un terminal portuaire ou bien à un terminal aéroportuaire. Maintenant, c'est comme si les parties avaient les mains liées. Maintenant, mais quand on dit place, ça devient beaucoup plus large, beaucoup plus étendu et beaucoup plus généraliste, bien sûr. D'accord? C'est la raison pour laquelle on a supprimé la date et pour le remplacer par le DPU. D'accord? Le transfert des risques s'effectue au déchargement de la marchandise sur le terminal, avant le dédouanement. D'accord? Alors donc, qu'est-ce que vous constatez? La famille D, le point de transfert des frais et le point de transfert des risques est toujours le même, bien sûr. D'accord? Ok. Ensuite, deliver at place. Regardez ici. Rendu à la place désignée, marchandise déchargée. Mais ici, rendu à la place tout court. D'accord? Cet Incoterms-là, en 2010, avait remplacé 3 Incoterms en 2010. Il avait remplacé le Delivery at Frontier, le Delivery ex Ships et le Delivery Duty Unpaid. DAF, Delivery at Frontier, rendu à la frontière. Delivery ex Ships, rendu à bord. Delivery Duty Paid, rendu droit de douane non payé. D'accord? Cette fois-ci, on demande aux vendeurs d'aller livrer la marchandise à la place désignée, mais cette fois-ci, marchandise non déchargée. D'accord? Cette place désignée-là, lorsque le vendeur livre la marchandise, c'est là-bas le point de transfert des frais et le point de transfert des risques. Cette place-là peut être dans n'importe quel lieu. La place peut être dans un port, la place peut être dans un aéroport, la place peut être dans une gare ferroviaire, dans une gare routière ou bien dans une gare fluviale, bien sûr. D'accord? Enfin, le DDP. Le DDP, c'est l'opposé de ex-work. Rappelez-vous, ex-work, obligation minimale du vendeur, obligation maximale de l'acheteur. Mais cette fois-ci, on est à l'opposé. Cette fois-ci, on est dans l'obligation maximale du vendeur et dans l'obligation minimale de l'acheteur. On l'appelle Incoterm de classe exceptionnelle. Pourquoi? Parce que le vendeur supporte tous les frais, assume tous les risques et établit tous les documents. D'accord? C'est la première fois que l'on parle de douane import depuis le début. DDP, c'est le seul Incoterm où le vendeur paie la douane import. Donc, on l'appelle Incoterm de classe exceptionnelle. La seule obligation de l'acheteur, vous savez c'est quoi? Regardez ici. Le déchargement à destination peut être inclus dans le contrat de transport. Mais, c'est où encore? Donc, je voudrais juste dire, la seule obligation de l'acheteur consiste à décharger la marchandise dans ses locaux ou bien dans ses établissements. D'accord? Donc, c'était les 7 Incoterms multimodaux applicables à tout mode de transport. Alors, maintenant, j'en viens aux Incoterms maritimes et fluviaux. Ces 4 Incoterms-là qu'on va développer, FAS, FOP, CFR, on ne peut les utiliser qu'en transport maritime. Cela veut dire quoi? Leur localisation, c'est toujours suivi d'un port. Regardez bien ici. Regardez. FAS, Free Alongside Ship, Port of Loading, port de chargement. C'est ici là même, au chargement, à alongside où se trouve le point de transfert des risques. Free on board, port of loading, port de chargement aussi. Cost and freight, port de destination. Cost, insurance and freight, port de destination. Regardez ici. Place convenue. Place convenue, parce que c'est des multimodaux. Regardez ici. Place of destination, partout, parce que tout ça c'est des multimodaux. Mais avec les maritimes, on dira carrément port. Regardez pour les deux. Regardez là aussi pour les deux aussi. D'accord? Donc c'est ça qu'il faudra retenir de ces 4 Incoterms là. Fast free alongside ship, libre à quai le long du navire. Là c'est dit au vendeur, tu dois fabriquer, emballer, pré-acheminer, payer la douane export, arriver au niveau du port de chargement, tu dois placer la marchandise sur le quai le long du navire. D'accord? Mais c'est une obligation de lieu et de moment. Le vendeur ne livre la marchandise à face que lorsque le navire est à quai. Il ne doit pas livrer tant que le navire est à quai. Maintenant, c'est alongside ship là, à quai. C'est là-bas où se trouve le point de transfert des frais et des risques. D'accord? Free alongside ship. Ensuite, la star des Incoterms, le FOB, free on board. Le vendeur termine ses obligations cette fois-ci lorsqu'il a fabriqué, emballé, pré-acheminé, dédouané à l'export, arrivé dans le port. Cette fois-ci, il ne va pas mettre alongside à bord du navire, non.
il doit charger la marchandise à bord du navire. D'accord? Le transfert des frais, des risques s'effectue lorsque les marchandises sont à bord du navire. À partir de ce moment, c'est à l'acheteur de supporter tous les frais. D'accord? Donc ici, regardez dans l'image, le vendeur termine ses obligations pour les frais comme pour les risques. Regardez bien, lorsque la marchandise est chargée à bord du navire au port de chargement, bien sûr. D'accord? Incoterms très utilisé dans le commerce international. Après FOB, nous avons la famille C. On revient sur la famille C, la famille très complexe. Rappelez-vous, point de passage des frais n'est jamais avec le point de transfert des risques. Cost and free, CFR qui veut dire coût et fret. C'est à partir de la famille C que le vendeur commence à payer le fret maritime. Regardez ici. Regardez ici. CFR, cost and free, obligation du vendeur. Le vendeur supporte les frais jusqu'au port de destination convenu. C'est ici le point de transfert des frais. Mais c'est ici au chargement, c'est le point de transfert des risques. Le FOB, le CFR et le CIF, ils ont quelque chose en commun, ces trois incoterms. Le point de transfert des risques est toujours le même. C'est au chargement, au port de départ. Mais pour CFR et CIF, leur point de transfert des frais, c'est toujours au port de destination convenu, bien sûr. Donc, CFR, c'est juste une vente FOB à laquelle on ajoute le fret maritime et tous les frais afférents portant sur l'expédition de la marchandise. D'accord? Donc, CFR, incoterms très utilisé. Enfin, CIF. D'accord? Souvent, les étudiants aiment les formules. CIF, une vente CIF, c'est juste une vente CFR à laquelle on ajoute la prime d'assurance. D'accord? CIF égale CFR plus assurance. Tout ce que le vendeur a fait dans CFR, il refait la même chose dans le CIF. Sauf que ici, il va ajouter comme frais l'assurance qui va couvrir la marchandise contre les risques de dégâts, de perte, de détérioration. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, et il faut le noter, au Sénégal, en matière douanière, la valeur CIF est la base taxable. Cela veut dire quoi? Quand on doit dédouaner une marchandise, c'est sur la base de la valeur CIF que la douane va vous imputer les droits et taxes. D'accord? Maintenant, il y a des remarques. Ces remarques-là, on aura l'occasion d'en discuter. Juste pour vous parler un peu des documents, enfin. Il y a 4 catégories de documents. Les documents de transport, c'est ça qui nous intéresse le plus. Parce que les autres documents, vous les verrez dans vos cours de douane, etc. etc. D'accord? Les documents de transport. 5 documents. D'accord? Le connaissement utilisé en transport maritime. La lettre de transport aérien utilisée en transport aérien. La lettre de voiture internationale utilisée en transport ferroviaire. La lettre de voiture utilisée en transport routier. Et enfin, le connaissement fluvial utilisé en transport fluvial, bien sûr. Donc, je pense que vous aurez le temps de bien lire, de bien écouter, de prendre note aussi. On aura l'occasion de faire une visio pour pouvoir discuter de tout ça. Merci beaucoup, je vous remercie et à très bientôt.